Salut la machine, j'espère que tu es au top. Quatrième vidéo sur le système nerveux de terminal. Nous allons voir la volonté et le mouvement. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour étudier l'activité du cerveau et voir quelles zones sont actives quand on veut faire un mouvement ou quand on ressent quelque chose, on peut utiliser l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, et principalement l'IRM fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va demander au patient, pendant qu'il est dans cet aimant géant qui tourne, nous allons lui demander de réaliser des gestes ou de faire une action, de répondre à un stimulus. Et la zone du cerveau qui va s'activer, on va la repérer par une tache colorée. Pourquoi cette zone est-elle repérée? Tout simplement parce qu'il y a un afflux de sang. Or, vous savez que dans le sang, dans les globules rouges, il y a de l'hémoglobine et que l'hémoglobine contient du fer, qu'elle va fixer l'oxygène et donc qu'on va avoir une activité magnétique différente de l'hémoglobine en fonction de la présence de l'oxygène ou pas. Donc on va pouvoir enregistrer une activité cérébrale grâce à l'afflux de sang. Ainsi, on va définir dans le cortex cérébral différentes zones. Alors en général, le long de la scissure principale ici, nous avons à l'arrière toutes les zones qui reçoivent les informations provenant des organes des sens et nous avons ici la partie motrice. L'étude à l'IRM fonctionnel permet de délimiter trois parties motrices, l'aire motrice primaire, l'aire prémotrice et une aire motrice supplémentaire, l'AMS. Quand on utilise le logiciel EduAnatomist, ici nous avons une image qui nous permet de localiser les aires motrices contrôlant la main droite sur la coupe frontale du sujet 13121. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site access.ens-lyon. Enfin, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez EduAnatomist et vous allez le trouver. Donc sur EduAnatomist, vous pouvez observer différentes coupes de tête de patients à qui on a demandé de faire des actions. Donc il faut déjà afficher l'IRM normal du patient et ensuite faire superposer l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel ne permet pas de voir le crâne, les circonvolutions du cerveau. Elle permet juste de voir les taches de couleur. Donc il faut superposer les deux images et on s'aperçoit donc en étudiant chez ce patient, quand on lui demande de faire un mouvement, on a donc trois zones qui s'activent. Donc l'aire motrice qui se trouve ici, il y en a une sur chaque hémisphère. Si on fait des stimulations à différents endroits de l'aire motrice, on va pouvoir activer différentes parties du corps. Vous avez ici ce qu'on appelle l'homonculus moteur, homonculus petit homme moteur. Donc ici, c'est une représentation en coupe de l'aire motrice primaire. En orange, le cortex. En jaune, blanc, ici, la substance blanche avec toutes les fibres. Donc là, vous avez tous les neurones. Et si on fait une stimulation ici, zzz, les doigts de pied qui bougent. On fait une stimulation là, zzz, c'est le talon qui bouge. Là, la jambe, là, la cuisse, les fesses, etc. Vous avez compris? Donc vous voyez que, par exemple, la partie du cortex qui s'occupe du visage est beaucoup plus importante que la partie du cortex qui s'occupe, par exemple, de la jambe ou des fesses. Bah, logique, hein, quand même. C'est quand même le visage qui travaille le plus dans la journée que nos fesses. Donc, si l'aire motrice M1, celle-là, s'occupe de l'exécution du mouvement, l'AMS, l'aire motrice supplémentaire, celle-là, s'occupe de coordonner, de planifier le geste. L'aire prémotrice organise le mouvement. Et nous avons donc le cortex pariétal qui transforme l'information visuelle en information spatiale et en intention de mouvement. Donc ici, le cortex pariétal qui se trouve à l'arrière. Là, vous avez le cortex occipital, le cortex temporal, le cortex frontal. Donc le pariétal ici, lui, cette partie-là, va s'occuper de recevoir les informations sensitives, de créer l'intention de mouvement, transférer cette information d'intention de mouvement à la partie motrice qui, elle, va à ce moment-là, grâce à ces différentes aires, organiser, planifier le mouvement. Alors il y a une autre partie du cerveau qui est responsable de certains mouvements, c'est le cervelet. Lui va être plus impliqué dans la stature, la posture, donc les mouvements de posture pour tenir debout. Alors que là, ce sont vraiment des mouvements intentionnels. On peut donc, grâce aux différentes stimulations dans le cortex moteur et dans l'aire sensitive primaire, reconstituer les fameuses homonculus, petit homme en latin, donc l'homonculus moteur, et donc ici l'homonculus somatosensoriel, c'est-à-dire l'homonculus qui représente les informations sensorielles provenant de la surface du corps. Et en comparant les deux, on s'aperçoit qu'effectivement la partie la plus sensible
est également la partie qui possède la plus grande motricité, celle de notre visage. Les mains également ont une proportion assez importante dans ces deux cortex. Donc, pour résumer, un récepteur sensoriel, ici récepteur sensoriel de la peau, pression exercée, message nerveux sensitif qui part dans l'aire sensorielle sensitif, transmission de l'intention de mouvement à la zone motrice, naissance d'un message nerveux moteur en direction des muscles. Ces messages moteurs circulent dans des neurones, circulant dans la moelle épinière, qui vont aller se connecter aux motoneurones de la moelle épinière. Vous vous souvenez, première vidéo, réflexe myotatique. Donc, on a donc une voie descendante et une voie ascendante. La voie ascendante, c'est la voie sensitive et la voie descendante, c'est la voie motrice. Or, si on fait une petite étude sur réduit anatomiste, on demande à un patient de faire un clic de la main gauche sur la souris, on enregistre son activité cérébrale et qu'est-ce qu'on observe? Là, on est vu de dessus, l'avant, l'arrière, l'activité cérébrale, elle se trouve là, l'hémisphère droit. Alors qu'on a demandé à la main gauche de faire un clic de la main gauche. Or, c'est l'hémisphère cérébral droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les voies de communication croisent le plan de symétrie bilatérale. Voici le circuit de la voie somatosensorielle, c'est-à-dire la voie ascendante. On part par exemple des propriocepteurs, les récepteurs musculaires qui nous permettent de savoir où on se situe dans l'espace, ou les mécanorécepteurs, et on a une information donc hop qui remonte donc par le neurone sensitif, celui de l'arc réflexe, sauf qu'on a une connexion avec des neurones qui se trouvent dans le bulbe rachidien. Et c'est à ce niveau-là que le plan de symétrie va être croisé pour que l'information arrive au cortex sensoriel primaire du côté opposé. Donc tout ce que vous sentez avec la main gauche sera analysé par le cerveau droit. Tout ce que vous sentirez par la main droite sera analysé par le cerveau gauche. Ce qui veut dire qu'en toute logique, les aires motrices qui vont s'occuper des réponses de vos doigts vont se situer dans la partie du cerveau correspondant à la partie opposée de la partie du corps que vous voulez bouger. On a donc cerveau droit, cerveau gauche. Alors pourquoi le cerveau droit est à gauche et le cerveau gauche est à droite? Parce que je vous rappelle que vous regardez le cerveau de quelqu'un qui est en face de vous. Donc la polarité droite-gauche est inversée. On a donc ici les voies descendantes. Celles qui partent du cortex gauche vont croiser le plan de symétrie bilatérale au niveau du bulbe pour aller dans la moelle épinière à droite. Et celles de la partie droite vont croiser pour aller à gauche. Parfois, certaines personnes présentent des paralysies des membres supérieurs et inférieurs et quand on procède à une IRM ou un scanner de leur moelle épinière, on peut observer au niveau de certaines vertèbres d'un pincement de la moelle épinière. Vu qu'à ce niveau-là, les nerfs ascendants sont compressés, on va donc avoir une perte de sensibilité. Vu que les nerfs descendants sont compressés, on va avoir une perte de motricité. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais la moelle épinière, elle est coincée entre les os des vertèbres. Là, on retrouve donc ici les pièces de vertèbres. Comment ça se fait? Bien, tout simplement parce que entre les vertèbres, nous avons des petits disques qui permettent d'amortir les chocs entre les différentes vertèbres, qui permettent l'articulation des vertèbres entre elles. Donc parfois, ce coussin, en fait, sort de sa loge, c'est ce qu'on appelle une hernie, et il va donc venir appuyer sur le nerf ou la moelle épinière, ça dépend par où il sort, puisque je vous rappelle que les nerfs sortent de la moelle épinière entre les vertèbres. Donc on peut avoir ici des compressions au niveau des nerfs ou de la moelle épinière qui vont donc provoquer une irritation des nerfs et donc une perte de motricité et de sensibilité.